Je voudrais vous présenter aujourd'hui un certain nombre d'éléments très généraux de littérature sur les recherches de masculinité dans le domaine de la santé, en partant d'un questionnement très général sur les masculinités et leur application aux travaux portant sur la santé à partir des années 80, et en restreignant ensuite à l'épidémie de VIH qui a mobilisé un grand nombre de chercheurs, notamment au sein des MEM Studies dans les années 80, ce qui nous permettra, on l'espère si on a le temps en tout cas, de terminer sur un questionnement sur les catégories, notamment les catégories d'identification des hommes et de leurs pratiques sexuelles, qui permettra, je pense, de nourrir la discussion et d'aller un peu plus loin que ces éléments de littérature donc très, très généraux. Alors tout d'abord, donc une précision qui nous paraissait importante concernant l'étude des masculinités. Il s'agit d'un domaine de recherche, bon, on en a déjà un peu parlé ce matin dans l'atelier santé au travail, qui est né au sein du féminisme et des études de genre pour porter un regard renouvelé sur les hommes, le masculin, donc longtemps resté dans l'ombre des recherches sur le genre. Alors il y a souvent un malentendu à cet égard, qu'il faut résoudre assez vite, qui consiste à penser que l'étude des masculinités se serait construite finalement en opposition au féminisme, à partir de l'idée qu'on aurait trop parlé des femmes, qu'il faudrait maintenant parler des problèmes des hommes, etc. C'est par exemple la rhétorique de la crise de la masculinité, crise de la virilité, etc. Bon, en réalité, cette idée n'a jamais été vraiment très présente dans les recherches. Elle est plutôt le fait des mouvements masculinistes qui essaiment autour de ces recherches et qui essayent de s'approprier un certain nombre de thématiques pour faire dire à ces recherches ce qu'elles ne disent pas, c'est-à-dire que les hommes sont en crise ou que le féminisme, notamment le féminisme académique, contribue à invisibiliser les problèmes des hommes. Donc les travaux auxquels on va se référer aujourd'hui ne vont pas dans ce sens, ils vont même à l'opposé de cette idéologie et considèrent au contraire que l'étude des masculinités est absolument indissociable des études de genre. Donc, à l'instar du programme qu'a développé par exemple Ewen Connell et d'autres chercheurs anglo-saxons dont on va vous parler, on considère que l'étude des masculinités doit servir à penser la structuration des inégalités de genre et notamment des inégalités hommes-femmes. Donc, premier point d'importance, l'étude des masculinités ne parle pas que des hommes. Et deuxième point, elle s'inscrit dans le sillage du féminisme et des études de genre, ce qui signifie donc qu'elle implique une réflexion critique sur les rapports de pouvoir à l'œuvre dans le monde social. Donc bien au-delà des problèmes des hommes ou des problématiques masculines dans le domaine de la santé. Alors, les premiers travaux qu'on peut identifier comme étant des réflexions sur les masculinités et la santé sont en fait contemporains des premiers travaux à l'interface finalement entre genre et santé. Donc, dans les années 70-80, les études de genre s'institutionnalisent et du fait de leur présence sur les campus universitaires, vont essaimer au sein d'autres départements que les seuls départements de genre, donc départements notamment de santé et plus spécifiquement de santé publique. Donc, les sciences sociales de la santé et la santé publique, à partir de ces années-là, ne pourront plus ignorer le genre comme une dimension sociale de la maladie, notamment comme un facteur d'inégalité face aux soins ou à la prévention. Enfin, au départ, cependant, donc dans les années 70 et 80, on s'intéresse au genre de manière assez élémentaire, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux hommes et aux femmes, on ajoute simplement une variable genre dans des études épidémiologiques, ce qui donne évidemment des résultats de recherche très intéressants, notamment sur les prévalences différentielles à certaines maladies, etc., mais qui restent finalement des recherches très essentialisantes. Donc dans ces premières recherches, les catégories hommes ou femmes restent des catégories très homogènes, qui donnent lieu à une essentialisation des positions de genre, donc on parle de tous les hommes qu'on oppose à toutes les femmes, avec une absence de réflexion sur d'éventuelles inégalités au sein du groupe des hommes ou au sein du groupe des femmes, puisque les recherches, finalement, en termes d'intersectionnalité, n'arriveront que plus tard, en tout cas dans le domaine de la santé. Donc ensuite, des travaux plus spécifiques vont se pencher sur les enjeux sociaux de pathologies qu'on va qualifier de masculines, donc notamment les pathologies qu'on qualifie de masculines parce qu'elles sont attachées au sexe masculin, donc on pense au cancer de la prostate, aux dysfonctions érectiles, ce genre de choses, où là encore, finalement, l'essentialisme reste très fort puisqu'on questionne le genre simplement parce que des maladies sont spécifiques à un sexe. Et donc, même si quelques travaux novateurs ont anticipé la nécessité de complexifier l'analyse des rapports de genre et des positions masculines, féminines au sein de ces rapports de genre, on peut dire que c'est finalement seulement à partir de l'épidémie de VIH-Sida qu'on a repensé fondamentalement les enjeux de genre dans le domaine de la santé. Donc l'épidémie apparaissant dès le début des années 80 comme une épidémie touchant les homosexuels et les hétérosexuels, avec en outre des enjeux liés à la précarité, à la stigmatisation, à l'origine géographique, enfin, toutes des choses qu'on a vues ce matin dans l'atelier VIH, il a fallu se doter d'une épistémologie beaucoup plus solide en termes de genre. C'est donc à partir de cette épidémie que les recherches sur les masculinités vont montrer leur potentiel heuristique
dans le domaine de la santé. Et donc, comme on sait, le début de l'épidémie de VIH a vu naître un nombre important de travaux en sciences de la vie, et les recherches épidémiologiques se penchent massivement sur les prévalences de groupes dits à risque, composés en grande partie d'hommes. Tout particulièrement ciblés, parce que tout particulièrement à risque d'infection et de transmission du VIH. Les recherches ciblent plutôt les hémophiles, les hommes gays et bisexuels, les usagers de drogue et les personnes qui se prostituent. À cette période, les femmes sont peu visibles. Pardon, j'ai un peu de mal avec le micro. Les femmes donc, sont peu visibles dans la mobilisation autour du VIH-Sida, et elles sont largement écartées des essais cliniques pour évaluer les traitements et écartées des interventions de prévention notamment. Et pendant un moment, elles sont même absentes de la définition clinique du syndrome. Les recherches en sciences sociales, elles, sont publiées un peu plus tardivement dans l'histoire de l'épidémie, et en tout cas au début ne se défendent pas ou peu de la problématique ou la problématisation du VIH comme en termes de groupe à risque. Donc entre 1980 et 90, les publications traitent essentiellement des hommes, des conditions sociales de leur risque et de leur exposition au VIH, de leur expérience de la maladie, etc. Donc, parmi ces publications, aujourd'hui, on voudrait vous parler plus particulièrement de celle issue d'une enquête menée auprès d'hommes gays et bisexuels de Sydney, qui a été conduite entre 87 et 88. Donc, c'est une enquête qui a donné lieu à une publication en 1990 intitulée Sexuality and the AIDS Crisis. Et c'est Robert Connell et Susan Kippax qui proposent une étude quantitative sur les pratiques sexuelles de ces hommes. Donc, elles décrivent finement le répertoire de leurs pratiques sexuelles et montrent par exemple que la pratique du sexe anal était en fait peu fréquente au regard des attentes et des stéréotypes, et qu'elle était plus courante chez les hommes en couple stable. L'étude montre aussi comment le VIH a restreint le spectre des pratiques sexuelles de ces hommes, notamment par réduction des risques de transmission. Les hommes évitent certaines pratiques comme le sexe anal avec des partenaires occasionnels. On a le temps encore, d'accord. Le travail de catégorisation dans cette étude est très précis il explore 26 pratiques et mesure les occurrences avec des partenaires stables ou occasionnels, le plaisir éprouvé, la satisfaction physique et émotionnelle, le mode insertif ou réceptif, entre autres. Et donc ce qu'essayent de faire les auteurs avec cette étude, c'est d'appeler à maintenir la complexité inhérente aux pratiques sexuelles dans les approches de la santé publique et de la santé sexuelle. Donc les conséquences en termes de prévention et de ciblage sont importantes. Plus de complexité dans l'analyse des pratiques sexuelles conduira à une prévention plus efficace. Alors, elle est plus efficace d'abord parce qu'elle serait au plus près des pratiques effectives des hommes, et ensuite, elle serait au plus près des pratiques effectives des hommes au moment des interventions. Et c'est important si on garde en tête que les pratiques sexuelles sont situées et dynamiques, et qu'elles changent et qu'elles dépendent de leur contexte. Donc avec ces éléments sur les pratiques, encore une fois situées, et les perceptions de ces hommes, Connell et Kippax posent les bases d'une approche qualitative de la sexualité masculine. Donc ils introduisent en filigrane la notion de masculinité qui sera par la suite centrale dans les travaux de Connell, comme on le sait. Une des conclusions marquantes de l'étude est un appel à dépasser les catégories homogénéisantes des pratiques des hommes. Elle montre qu'il existe une nécessité de créer de nouvelles catégories adaptées pour finement décrire les pratiques à risque des hommes. Donc ces catégories sont nombreuses et précises, je l'ai déjà dit, mais même fines, elles restent par essence réductrices. Et les catégories liées à la sexualité sont d'autant plus réductrices qu'elles visent à figer des pratiques qui évoluent dans le temps. Mais le risque est plus grand encore d'opérer un rapprochement entre pratiques sexuelles et identité sociale. Alors prenons l'exemple de la catégorie MSM, donc Men Who Have Sex with Men. Cette étude de Connell et Kippax est une des premières en sciences sociales à utiliser cette catégorie. Elle regroupe, donc je cite, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes ou qui en ont eu dans les 5 dernières années, quelle que soit leur identité. Donc là, dans l'étude, 89% des participants se disaient gays ou un autre terme équivalent, et 8% se sont dit bisexuels ou hétérosexuels.
Donc on voit bien ici que MSM est une catégorie neutre qui regroupe les hommes par pratique sexuelle et non par identité, puisqu'elle peut inclure des hommes qui se disent hétérosexuels. Alors, ce graphique est issu du logiciel Ngram Viewer. Donc c'est un graphique qui représente la fréquence d'un mot dans le temps dans les livres de Google Books. Donc il montre que l'expression MSM que vous voyez en bleu devient plus utilisée après environ 1985. Donc là, la recherche d'occurrence dans les publications qui sont recensées par Google Books, donc là encore vous voyez que la période c'est 1980 à 2008, sur les mots-clés donc gay men, MSM et bisexual men, suggère que les termes sont plus utilisés à partir de 85, mais à des fréquences différentes. Si vous voulez, dans la discussion, on peut parler un peu plus des limites de l'usage de ce genre d'analyse d'occurrence, mais pour faire rapide, la limite de l'usage des graphiques de Ngram Viewer, c'est qu'on ne peut pas parler de représentativité. Par contre, ça donne une idée de la fréquence d'utilisation des termes dans un corpus d'à peu près 5 millions de livres. Donc, et par ailleurs, on voit qu'on restreint la polysémie du terme gay en restreignant la périodisation à 1980-2008. Donc, un des enseignements finalement assez importants de cette épidémie de VIH-Sida, mais qui est finalement un enseignement qui est transversal aussi à d'autres épidémies évidemment, c'est le constat d'une épidémie plurielle. Donc il n'y a pas une épidémie de sida, on le sait, qui sévit de la même manière, selon les mêmes modalités à l'échelle mondiale, mais plusieurs épidémies imbriquées, très diverses. Dès lors, et ce constat il a été évidemment fait très vite, une des difficultés qui s'est posée à la recherche dès les années 80 et surtout 90, ça a été de créer des catégories épidémiologiques pertinentes pour décrire les populations concernées par le virus. Et d'ailleurs pas seulement des catégories épidémiologiques, aussi sociologiques. Donc la question de départ, qui était finalement encore la question de Connell et Kippax, même si elles essayent de s'en détacher, donc la question de quelle pratique parle-t-on, va vite se déplacer pour passer à la question suivante, qui est de qui parle-t-on, et qui est un petit peu plus complexe. Alors de qui parle-t-on? D'abord, on remarque que la population générale, quand on parle de VIH-Sida, est plus ou moins concernée suivant les contextes de l'épidémie, donc épidémie généralisée ou pas, etc. Le sida semble concerner en premier lieu des groupes sociaux minoritaires, les populations précaires, les gays, les usagers de drogue, les travailleurs du sexe, etc. Mais d'emblée, il faut préciser, on le sait, est-ce qu'on parle de l'ensemble des gays, de l'ensemble des travailleurs du sexe, qui parmi ces personnes sont plus exposés au risque, etc. Donc la tentation scientiste, on l'a vu avec le terme de MSM, ça a été d'abord de créer des catégories plus ou moins neutres, au sens où elles ne font que décrire des pratiques. Donc, parler des MSM, c'est décrire des actes sexuels réalisés par des individus et finalement facilement intégrables à des études épidémiologiques, puisqu'il n'est apparemment pas question d'identité ou d'autre chose. Cependant, l'usage de cette catégorie pose un certain nombre de problèmes très pratiques. Pour parler des MSM, d'abord, il faut a priori posséder des données sur la sexualité de la population étudiée, puisqu'on ne parle pas d'une population préexistante, il n'y a pas de population des MSM. Et donc il faut donc, comme chez Kippax et Connell, arriver à mettre en place un dispositif qui permette d'enquêter le répertoire sexuel des enquêtés, ce qui n'est pas forcément évident. Surtout dans des contextes de stigmatisation où on sait que nombre de MSM réels ne vont pas se déclarer comme tels, vont se déclarer par exemple hétérosexuels pour échapper à ne pas déclarer des actes sexuels entre hommes. Et c'est tout le problème par exemple en France de l'épidémie cachée, ce genre de choses. Et enfin, dès qu'on souhaite étudier au-delà des pratiques les réseaux sexuels ou la sociabilité, on est bien obligé de réutiliser des catégories qui sont des catégories identificatoires pour les personnes réelles, notamment les catégories gays, bisexuelles, hétérosexuelles, qui sont des catégories qui circulent et qui sont utilisées par les personnes pour se définir. Donc c'est pour ça d'ailleurs que de nombreuses recherches finalement continuent d'utiliser ces catégories, donc gays, bisexuels, plutôt que MSM par exemple. Mais pourtant, même l'usage de ces catégories-là semble poser problème, notamment lorsque les recherches sont menées à l'échelle mondiale. Et je pense ici à la critique, par exemple, très virulente de Joseph Massad concernant l'usage de certaines catégories, notamment de la catégorie gay, dans des recherches qui seraient menées dans des contextes dans lesquels ces catégories n'ont pas forcément le même sens qu'elles ont par ailleurs. Donc pour Massad, la catégorie gay est située, singulière, elle n'est pas universalisable à des contextes sociaux dans lesquels il n'existe pas, pour reprendre le terme qu'il utilise, de subjectivité gay. Et cette critique, elle est importante, je pense, parce qu'elle pose un problème épistémologique de taille,
Donc s'il n'y a pas de catégorie identificatoire locale qui permet d'avoir une prise sur la réalité finalement qu'on cherche à étudier, en l'occurrence celle par exemple de la transmission du VIH entre hommes, est-ce qu'on doit abandonner les catégories et partant la possibilité même de la recherche, ou alors est-ce qu'on doit se contenter d'études restreintes aux seules pratiques et rester finalement à cette catégorie de MSM qui est très neutre mais qui ne permet pas d'appréhender certaines réalités. Donc si on veut résumer le paradoxe, c'est le suivant. Donc, soit on s'en tient à une description de la sexualité basée sur les pratiques et on ne parvient pas à étudier le contexte de la sexualité, soit on vise une étude du contexte de la sexualité, donc les réseaux sexuels, la sociabilité, et on doit alors recourir donc, à des catégories identificatoires courantes, quand bien même elles n'auraient pas toute leur légitimité parmi la population étudiée. Donc une manière de sortir du paradoxe consiste à adopter une posture critique qui, tout en légitimant le travail scientifique de catégorisation des sexualités, va maintenir le questionnement et demeurer lucide finalement sur les limites de toute entreprise de ce type. Alors Mary Douglas, par exemple, dans ses conférences sur la pensée institutionnelle, et à partir d'une analyse qu'elle emprunte à Ian Hacking et à sa conception circulaire du rapport entre les institutions et les catégories, permet de penser ça. Elle considère par exemple que les institutions, et notamment la science, vont produire des catégories, des identités, qui seront ensuite habitées par les individus qui se les approprient et les légitiment. Face à ce type de phénomène, il faut, selon Douglas, s'en tenir à quelques principes. Donc être bien conscient que les catégories utilisées par la science sont des constructions sociales, comme la catégorie de MSM par exemple. Être conscient de la variabilité des catégories qui en découlent, et produire une réflexion sur l'institutionnalisation de la pensée, c'est-à-dire sur la manière dont ces identités sont produites, légitimées, utilisées par les institutions. Donc en conclusion, revenons-en à ce concept de masculinité et au sujet de cette session. Donc les recherches menées à partir de ce concept dans le domaine de la santé sexuelle ont notamment permis de révéler la diversité des identités masculines et l'impossibilité de les réduire ou bien à des pratiques sociales bien définies, ou bien à de grandes catégories universelles, les gays, les hétéros, etc. Le travail de Connell, par exemple, invite à introduire davantage de complexité et de contexte dans les études épidémiologiques, qui ont tendance parfois à passer à côté de leur objet, finalement, quand elles adoptent des catégorisations trop descriptives. Donc, Connell invite notamment à développer davantage d'enquêtes qualitatives en matière de santé sexuelle, afin de saisir des phénomènes de ce qu'elle appelle l'incarnation de genre, qui échappent à l'épidémiologie. Voilà pour finir ce qu'écrit Connell à ce sujet dans un article intitulé « Genre, santé et théorie », donc on a traduit dans le recueil qui a paru l'an dernier. Donc je cite Connell. « Les masculinités ne sont pas réductibles à des identités, tout comme les corps masculins ne sont pas réductibles aux testicules et au pénis. L'enjeu conceptuel qui rend l'incarnation genrée si difficile à théoriser consiste à donner tout leur poids, tant aux processus sociaux qui produisent les corps, qu'aux manières dont les corps eux-mêmes interviennent dans les processus sociaux. En termes plus techniques, il s'agit pour les études de genre d'appréhender dans un même mouvement les dynamiques sociales et la capacité d'agir, l'agency des corps. » Voilà, on terminera sur cette citation.